L'idée, c'est de vraiment avoir des chercheurs qui nous présentent l'évolution de la recherche en sciences cognitives, etc. Et de faire rencontrer le terrain, donc vous, nous, les enseignants, et voir un peu comment on peut travailler et construire ensemble les outils de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs, qui commencent déjà à être sur le terrain. Donc voilà, merci à vous d'être présents. Je ne suis pas une spécialiste de l'animation en numérique, donc s'il y a des couacs, vous m'en excuserez. J'ai discuté avec Rania au niveau de l'organisation, donc on propose qu'elle vous fasse toute sa présentation et on prendra les questions à la fin. Donc vous pouvez, si vous voulez, les écrire au fur et à mesure. Élodie, vous vous occupez aussi de les noter de votre côté, voilà. Oui. Et on prendra un temps d'échange parce que c'est quand même le but de ces rencontres à la fin de sa présentation et elle répondra question par question. Voilà. J'espère que le format vous convient et voilà. Donc, je vous présente Rania Abdelghani, qui est chercheuse émérite presque, je dirais, puisqu'elle a fait des études d'ingénieur et elle a commencé il y a 2 ans et demi maintenant une thèse, une recherche avec Evidence B, donc la start-up qui vous invite aussi à cette conférence. Donc, sa recherche est financée donc par la société Evidence B, mais elle appartient tout de même quand même. Il faut le noter parce que souvent, quand on fait de la recherche, il y a des cofinancements pour pouvoir financer les chercheurs. Elle appartient au fonds de recherche en informatique et automatique. Moi, je découvre plein de choses, je vous avoue, donc voilà, je suis pas une pro. Donc, je n'ai pas dit de bêtises, Rania? Non? Non, pas du tout. C'est bon? Alors, je vous laisse la main. Ok, bah merci beaucoup Lilia, merci Elodie et tout le monde qui a organisé cette conférence, m'avoir invité. Donc, comme vous dites, donc je m'appelle Rania Abdelghani, je suis en 3e année de thèse. Donc, je fais une thèse, donc j'appartiens à l'Institut de recherche en informatique et automatique l'INRIA de l'Université de Bordeaux et je travaille aussi avec Evidence B comme chercheuse junior. Et donc, je m'intéresse, pendant ma thèse et mes recherches, je m'intéresse au développement et l'évaluation de nouvelles technologies éducatives qui ont pour but de stimuler la motivation intrinsèque et la métacognition chez les élèves. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux commencer directement ou on attend encore. On commence. Ok, super. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, super. Okay. Donc, aujourd'hui, on va parler de la motivation intrinsèque, bien sûr, en apprentissage. Donc, on va parler des théories et des applications dans les technologies éducatives, mais on va aussi parler un peu des implications dans les salles de classe de manière générale. Donc, le plan de la présentation, ça va être un peu comme suit. Donc, une mise en contexte général, la définition de la motivation et différencier ces différents types. Donc, motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc, on va s'intéresser plus, du coup, à la motivation intrinsèque, comme vous l'avez bien compris. Et on va parler vraiment de son rôle dans l'apprentissage pour les jeunes apprenants. On va aussi essayer de comprendre les mécanismes et la modélisation de la motivation intrinsèque, ceci dans le but de comprendre en fait comment on va encourager cette motivation intrinsèque dans les élèves, encore une fois, que ce soit dans les salles de classe ou dans des technologies éducatives. On va parler justement de ce transfert-là, entre autres par rapport à ce qu'on fait chez Evidence B, et bien sûr on va conclure avec des notes de fin et des recommandations pratiques pour encourager la motivation intrinsèque en apprentissage. Donc, pour la mise en situation, j'ai choisi de commencer par cette revue de la littérature où on parle des aptitudes et des compétences du XXIe siècle en enseignement primaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend des élèves en enseignement primaire? Donc là, on a les 4 grandes catégories. On a les compétences personnelles, sociales, les informations et connaissances, et bien aussi tout ce qui est éducation au numérique. Donc pour les 3 grandes catégories, les 3 premières catégories, on va toujours, ce qui revient, c'est l'autonomie. Donc pour les compétences personnelles, l'autorégulation, l'autoréflexion, la créativité, la curiosité, etc.
Pour la compétence sociale aussi, on voit l'automotivation, donc la capacité de prendre une initiative. Pour les informations et les connaissances aussi, on voit l'auto-évaluation, l'auto-suivi, la métacognition. Donc, on voit toujours, en fait, cette autonomie qui revient. Et donc, on voit très bien que cette capacité à créer, à poursuivre et à maintenir sa propre motivation, en fait, c'est une compétence cruciale pour favoriser un développement socio-cognitif et un apprentissage plus durable et qui correspond aux attentes de la société du XXIe siècle. Donc, parlons un peu plus de cette motivation. Donc, je vais commencer par une définition très générale. Donc, la motivation en général, c'est quoi? C'est le moteur qui contrôle notre persistance du comportement humain. Donc, la motivation permet de renforcer ou de diriger notre comportement vers certaines directions. Plus particulièrement, du coup, la motivation, ça va représenter la mesure dans laquelle on a une intention de s'engager dans une certaine activité. Ceci est très important quand on parle d'engagement parce que donc cet engagement, à son tour, il va aboutir à des résultats optimisés en apprentissage et à la performance. Parce qu'en étant motivé, en étant engagé dans une activité, on se crée de plus en plus de buts d'apprentissage et donc on a plus d'opportunités en fait de progrès. Donc, en prenant cette définition de la motivation, on voit très bien en fait son importance en éducation. Et c'est le champ d'ailleurs le plus logique de son application parce qu'on voit directement que ça peut affecter de plusieurs manières la façon dont les élèves ils vont prendre en compte leurs activités. Est-ce que ça va conduire, est-ce que c'est la motivation qui va finalement conduire à augmenter les efforts ou au contraire diminuer les efforts et la persévérance sur une certaine tâche? Améliorer donc les performances qui est finalement un outcome clé. C'est un enjeu important bien sûr en éducation. Et on va améliorer aussi le traitement cognitif des tâches. Donc, j'ai parlé un peu plus en fait sur qu'est-ce que je veux dire par améliorer le traitement cognitif de tâches et l'engagement cognitif justement dans une activité. Donc, pour faire ça, je vais aller un peu plus loin dans ce petit modèle de la motivation. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par ce traitement cognitif? C'est que donc, pour passer d'une intention d'engagement vers un engagement en fait réel dans une activité, l'élève il passe par différentes étapes. Donc les recherches en sciences cognitives, par exemple, ils ont montré que les élèves ils font ce genre d'exercice, donc certains exercices en background, on va dire, où ils vont évaluer les coûts et les bénéfices d'une certaine activité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont gagner de cette activité-là? Est-ce que c'est abordable par rapport à leur niveau de compétence ou pas, etc. Et c'est sur cette base-là, en fait, de comparaison qu'ils vont choisir de s'engager ou pas sur une certaine activité. Ce qui est en effet un exercice cognitif et très important qui demande beaucoup de ressources à l'élève et qui améliore la prise en charge des activités. Deuxièmement, en fait, pour passer d'un engagement à des résultats optimisés, on passe par une étape qu'on connaisse tous, c'est l'expérience d'apprentissage actif. Donc là, on parle d'engagement cognitif et d'expérience d'apprentissage actif avec cet engagement cognitif-là, pardon. Donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que l'élève il pense à différents aspects de l'activité pour maximiser son progrès, pour améliorer sa compréhension, etc. Donc ici, on voit très bien l'importance de cette motivation-là, puisque, comme je viens de dire, on utilise plus de ressources cognitives et aussi, donc cette expérience d'apprentissage qui est active, elle renforce la mémoire, comme beaucoup de recherches l'ont montré. Donc, on a une meilleure rétention des informations et aussi, quand on est actif et donc autonome dans nos expériences d'apprentissage, et bien, ça rend l'expérience plus agréable. Donc, puisqu'on a plus de contrôle, plus de choix sur ce qu'on est en train d'apprendre. Mais la question, donc tout ça est voilà, très important, mais est-ce que la question qui reste, c'est qu'est-ce qui engendre en fait cette intention d'engagement au premier lieu? Donc au tout début de tout ce schéma-là qui semble super intéressant, qu'est-ce qui fait qu'on ait déjà en premier lieu cette intention d'engagement dans une activité ou une autre?
Donc là, ça va nous amener à parler de deux types de motivations différentes. Parce que là, pour avoir une intention d'engagement, soit on a quelque chose, donc un indice de l'environnement qui est externe. Donc là, on parle de motivation extrinsèque, donc vouloir gagner quelque chose, ou vouloir explorer, mieux comprendre. Et donc là, on parle de motivation plutôt intrinsèque, mais à l'intérieur de l'individu lui-même. Donc pour la motivation extrinsèque, comme je viens de dire ici, cette motivation est née via des facteurs externes, donc de l'environnement. Et là, l'activité elle est réalisée dans le but d'atteindre un résultat séparable que l'activité en soi. Donc les exemples sont multiples, on les connaît tous. Donc par exemple, vouloir obtenir des félicitations, des bonnes évaluations, vouloir avoir des meilleurs résultats dans les situations de compétition, etc. Donc ici, la conséquence est que l'élève il attribue sa motivation à la récompense plutôt qu'à l'activité en elle-même. Ce qui est le contraire, ce n'est pas le cas justement pour la motivation intrinsèque où là on réalise l'activité plutôt pour un caractère intrinsèquement motivant, donc et plutôt que pour une conséquence séparable. Bon, la motivation intrinsèque, il faut savoir aussi qu'elle est intimement liée à des indicateurs de performance. Donc, vouloir faire des progrès d'apprentissage, résoudre des problèmes, satisfaire une curiosité, etc. Et donc là, on est plus poussé à agir pour le plaisir, le défi que l'activité représente, plutôt que par des pressions, des récompenses externes, etc. Voilà. Et donc là aussi, on voit différentes théories qui expliquent la différence entre ces deux types de motivation. Donc, voyons un peu l'effet de ces deux types de motivation sur le schéma que je viens de présenter tout à l'heure. Donc, ce que je viens de dire pour la motivation extrinsèque, donc là, on ne parle plus d'engagement cognitif comme on l'a décrit tout à l'heure, puisque là, on a plus un intérêt à la tâche en elle-même, mais plutôt à des événements séparables. Donc, on peut avoir des comportements plus ou moins durables, certes, donc une persistance dans l'activité d'apprentissage, mais là, on n'a pas de résultats concluants sur l'effet que ça a sur les résultats d'apprentissage. Donc là, on a des éléments de motivation extrinsèque qui vont aboutir à une persistance en vue d'obtention de récompense, et donc pas une persistance cognitive, et on ne sait pas pour le résultat d'apprentissage. Donc vous voyez bien qu'ici, on n'a plus cette partie de évaluation de coûts, d'engagement, etc. Donc ça, on le voit dans différentes technologies éducatives où on a de fortes récompenses extrinsèques. Et donc là, on voit que en fait, les individus ils vont continuer à utiliser certaines applications-là, mais comme je viens de dire, on n'a pas vraiment d'indicateurs sur l'optimisation de leur performance, leur mémoire, etc. Par contre, pour la motivation intrinsèque, donc là, on a plus d'effets positifs puisque l'élève il va choisir l'exercice où il va s'engager, donc il va bien faire ses exercices d'évaluation des coûts, il va et aussi choisir ses exercices pour suivant les métriques de performance du coup, et donc là on parle bien de notre schéma, on retrouve bien le schéma dont on parlait tout à l'heure, où on a des étapes de évaluation de coûts, d'engagement cognitif dans une activité pour choisir laquelle pour persister dans un apprentissage et avoir cette expérience active qui, on voit dans beaucoup de recherches qu'elle ramène vers des résultats d'apprentissage optimisés. Donc vous voyez très bien pourquoi on s'intéresse plus à ce niveau, enfin ce type intrinsèque de la motivation plutôt que l'extrinsèque. Justement, pour vous donner quelques résultats de la recherche dans ce sens, là je vous montre une étude de Freeman et les alliés. Donc à droite, donc ici ce que Freeman ont essayé de faire, c'est du coup là on a deux groupes où on a un groupe qui ont été évalués sur le même cours, un groupe qui a eu un cours classique en suivant des instructions et un autre cours qui a une activité plutôt active learning. Donc là, c'est aux élèves de choisir un peu leur séquence d'apprentissage. Donc il y a un certain type de personnalisation, choisissent aussi le type d'évaluation, etc.
Donc là, à droite, vous pouvez voir que pour ce groupe où ils ont l'active learning, donc vous voyez bien que en fait, il y a une décroissance dans le taux d'échec. Il y a une moyenne de 12%, mais qui est assez importante. Donc cette décroissance, et la majorité des élèves, en fait, il est entre 0 et 30, enfin 25%. À droite, vous voyez aussi la différence entre ce groupe-là de l'active learning qui est en bleu et le groupe du contrôle avec la séquence d'apprentissage classique suivant des instructions. Et vous voyez bien que en fait, le pourcentage des élèves qui échouent, il est plus important pour ce groupe de contrôle. On passe du coup de 33% pour ce groupe-là vers 21,8% de pourcentage d'échec pour les élèves en active learning. Donc on voit très bien en fait l'apport que ça a sur l'apprentissage. Une autre recherche, donc un autre set d'études, en fait là, donc Kang et Hall, ils ont étudié plutôt la curiosité, qui est la forme la plus répandue, la plus étudiée de la motivation intrinsèque. Ce qu'ils ont réussi à montrer ici, c'est que la curiosité, elle est positivement et significativement liée au taux de réussite, au taux de mémoire. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils donnent plusieurs questions à des élèves. Au début, ils vont demander à quel point ils sont curieux pour savoir la réponse à cette question, puis ils donnent les réponses, et après un certain moment, ils reposent la question pour voir le taux de réponse correcte que les élèves ils ont donné. Et ce qu'on voit ici, c'est que plus on est intrinsèquement motivé ou curieux pour une information, mieux on va la retenir et on va l'apprendre. Donc Fondakova et Anne, ils ont réussi à montrer après la même chose pour différentes tranches d'âge d'élèves, donc de 10 ans à 15 ans. On voit que cette liaison linéaire, elle existe toujours, même si différente entre ces différentes tranches d'âge. Voilà, donc en voyant un peu, donc on a vu jusque-là vraiment l'importance de cette motivation intrinsèque dans l'apprentissage. Le but, finalement, ça serait de comprendre en fait comment elle fonctionne, comment elle est née cette motivation intrinsèque dans l'apprenant, afin de pouvoir trouver des interventions spécifiques pour pouvoir l'encourager dans, comme je dis, soit les salles de classe, soit les technologies éducatives. Et donc, pour parler un peu de comment est née cette motivation intrinsèque, je vais parler de deux peut-être choses très importantes, qui est la première, et que l'information en soi peut être vue comme une récompense, en fait. Ce que je veux dire par ici, c'est que donc, plusieurs études en neurosciences ont montré que en fait, les circuits les circuits des régions qui sont activés quand elles reçoivent des récompenses matérielles et extrinsèques comme la monnaie, etc. C'est les mêmes qui sont activés quand on reçoit une information sur laquelle on a reporté un niveau de curiosité et de motivation intrinsèque qui sont assez élevés. On voit très bien que l'information en elle-même, elle peut être vue par le cerveau comme une récompense qu'on veut aller collecter. Donc, plus particulièrement, les caractères qui font que cette information soit intrinsèquement motivante pour l'individu, c'est 3 grands caractères dont on parle aujourd'hui, c'est la nouveauté. Donc là, c'est la première fois qu'on voit cette information-là. Donc, bien sûr, ça suscite de la motivation intrinsèque et la curiosité, la surprise, donc quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'on connaissait avant, par exemple, et la complexité intermédiaire. Donc, bien sûr, quand il y a une information qui est très complexe et qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre, donc on ne peut pas être motivé par aller chercher ou s'engager dans une activité comme ça. La même chose quand l'activité est trop simple pour nous, on ne va pas être motivé vraiment pour aller s'y engager. Donc la complexité intermédiaire est aussi un facteur très important ici pour la stimulation de la motivation intrinsèque.
La deuxième chose, c'est le progrès d'apprentissage. Le progrès d'apprentissage. Donc, le progrès d'apprentissage, ça peut aussi être vu comme une récompense. Donc ici, on va se baser sur la théorie du learning progress ou learning progress theory, donc la théorie du progrès d'apprentissage. Où là, donc cette hypothèse, elle va dire qu'il y a en fait une rétroaction entre l'apprentissage ou la maximisation du progrès d'apprentissage et la motivation intrinsèque. Ça veut dire que l'élève, il va être intrinsèquement motivé quand on voit une activité, par exemple, qui est susceptible de maximiser sur son progrès d'apprentissage sur une certaine compétence de connaissance. Donc ça va renforcer sa motivation intrinsèque, donc ce qui va l'amener à apprendre encore plus et à avoir une meilleure consolidation de l'information. Ce qui, à son tour, en fait, va reboucler et renforcer encore plus sa motivation pour aller, encore une fois, dans ce cycle d'apprentissage renforcé par la NI. Ici, l'apprenant, il va devenir fondamentalement actif à la recherche d'une niche de progrès d'apprentissage, dans laquelle, bien sûr, la mémoire est facilitée aussi. Voilà, donc ici on a parlé de deux choses très importantes pour comment est la motivation, comment est stimulée la motivation intrinsèque. Donc on a parlé de 3 critères de l'information. On sait qu'il y a nouveauté, surprise et complexité intermédiaire. Et là on vient de parler aussi du progrès d'apprentissage. Mais ce qu'on a appris, c'est que en fait ce n'est pas suffisant, entre guillemets, d'avoir ces caractères-là de l'information pour booster la motivation intrinsèque de nos élèves. Parce que je pense que dans votre classe, et même pas tous les élèves, quand ils voient une nouvelle information, ils vont devenir plus motivés, ou c'est pas tous les élèves qui vont comprendre quel est le progrès d'apprentissage qu'ils veulent maximiser, etc. Donc, pour aller un peu plus loin et comprendre encore quels sont les autres facteurs qui peuvent influencer ça, donc la stimulation des mécanismes de la motivation. Donc là, je vais aller un peu plus loin dans comment en fait comment l'élève il va vivre cette expérience. Donc, une fois il a interagi avec l'environnement, il a reçu cette information qui est susceptible de faire naître de la motivation intrinsèque en lui, comment il va réagir. Et donc là, on va encore modéliser, parce qu'on aime bien faire ça en sens cognitif. Et donc, vite fait, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, par exemple, il y a cette interaction avec ce stimuli de l'environnement. Donc, l'élève, il va auto-réfléchir, donc réfléchir sur ses propres connaissances afin de déterminer quelles sont les choses qu'il veut connaître. Donc, les choses qu'il n'est pas certain de connaître, et donc il veut aller chercher ou il veut aller apprendre. Et c'est là, en fait, qu'il va générer des hypothèses qui vont motiver, en fait, son expérience d'apprentissage. Donc, des hypothèses qu'il va aller soit vérifier, soit, au contraire, il va trouver des supports qui disent le contraire. Donc là, il va faire son expérience d'apprentissage, donc il va être engagé cognitivement dans cette tâche-là et acquérir ce qui va résulter justement à acquérir de nouvelles informations. Cette nouvelle information, ça va lui donner une expérience qui est gratifiante. Donc, cette nouvelle information de soi. Et donc là, on revient à l'idée que l'information, ça peut être une récompense. Et donc là, donc de manière optimale, l'élève, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer en fait ce qu'il avait imaginé au début avec ce qu'il a eu comme résultat de son cycle d'apprentissage. Soit il est satisfait, donc il sort de ce cycle-là, soit il n'est pas satisfait ou ça ramène de nouvelles questions en lui et donc on reboucle et on recommence ce cycle-là. Donc on voit très bien qu'avec ce cycle ce traitement cognitif qui est accompagné à cette cycle d'apprentissage motivé intrinsèquement, en fait, on voit que ça nécessite que l'élève ait une bonne connaissance de sa propre cognition.
Donc, quelles sont les informations qui lui manquent déjà? Est-ce que s'il ne peut pas détecter quelles sont les informations qui lui manquent, ben, en fait, il ne peut pas aller plus loin dans je veux chercher cette information, être plus actif dans cette activité-là, par exemple. À quel point est-ce qu'il peut atteindre un but initial? Donc, en fait, s'il ne sait pas s'il a réussi à maximiser son learning progress, comme on l'a dit tout à l'heure, ou pas, donc ça ne peut pas aider en fait de renforcer cette boucle entre motivation intrinsèque et progrès d'apprentissage, etc. Donc on voit très bien ici que à part ces caractères de maximisation learning progress et les caractères de l'information, il y a aussi besoin de développer la métacognition de l'élève. Donc sa propre connaissance de sa connaissance de sa propre cognition, pardon, qui est importante aussi pour l'aider à s'engager dans des cycles d'apprentissage intrinsèquement motivés comme on veut. Ici, donc justement, ici on a la première, donc les capacités métacognitives dont on parle ici, par exemple, ce sont la capacité d'autoréflexion. Donc l'élève, il peut dire quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts, qu'est-ce que je dois aller chercher comme information, qu'est-ce qui me manque, quelles sont mes incertitudes, etc. Donc ici, on revient toujours de la recherche où on parle toujours de ce piège d'illusion de la connaissance, où ce qui en fait empêche les élèves à aller chercher plus d'informations, à être plus actifs dans leur apprentissage, c'est qu'ils savent déjà qu'ils savent tous, ils savent tout, pardon, et donc c'est un obstacle qui les empêche d'aller chercher plus d'informations. On a aussi la deuxième capacité qui est la capacité de générer des hypothèses éclairées. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va motiver après l'engagement dans l'activité, parce que là, du coup, c'est comme j'ai dit, on peut l'avoir comme une sorte de récompense attendue. Donc, moi, je m'attends à avoir cette information-là, et donc c'est ça qui va motiver mes recherches d'informations qui vont suivre. Aussi, c'est un exercice qui est très important parce qu'on montre que, en fait, le fait de faire des hypothèses et après trouver une vraie information, ça permet de mieux mémoriser l'information, surtout si nos hypothèses initiales, elles étaient fausses. On a aussi la capacité de planification métacognitive. Ce que je veux dire ici, c'est que la capacité de savoir qu'est-ce que je veux faire par rapport à mes buts d'apprentissage. Donc, si j'ai ce but-là, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois explorer mes activités? Par quoi je dois commencer, etc. Et enfin, on a la capacité d'auto-monitoring ou la capacité d'auto-suivi et évaluation. Et donc, l'idée ici, c'est que l'élève doit être capable de évaluer la valeur d'une nouvelle information et la comparer par rapport à son but d'apprentissage initial. Et donc, pour voir est-ce qu'il a atteint son but ou pas, est-ce qu'il a de nouvelles questions, etc. Donc là, on voit aussi que ces 4 compétences métacognitives qu'on doit entraîner un peu dans l'élève afin de encourager un peu booster sa capacité à être intrinsèquement motivé durant l'apprentissage. Passons du coup donc en application dans les technologies éducatives. Donc comment tout ça on peut le transférer dans des technologies éducatives. Donc la première chose, comme on avait parlé, c'est que donc le caractère complexité intermédiaire, par exemple, de l'information, il est très important pour renforcer la motivation intrinsèque de l'élève, et aussi en fait l'idée d'avoir des activités qui maximisent le learning progress. Donc l'idée ici, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour personnaliser les séquences d'apprentissage. Donc là, l'idée, c'est justement de proposer des exercices qui proposent cette complexité intermédiaire à l'élève à tout instant T. Donc on va proposer des défis qui sont ni trop difficiles, ni trop faciles, pour pouvoir rester en fait dans cette zone optimale de progrès, et aussi de proposer des exercices qui vont maximiser le progrès d'apprentissage. Comment cela est fait? Donc ici, par exemple, le matériel pédagogique qui est fourni par des experts humains sous forme, donc on a plusieurs activités, plusieurs exercices qui sont rangés selon leur type et selon leur niveau de difficulté. Et à chaque instant T, en fait, un algorithme va personnaliser la séquence d'apprentissage et qu'est-ce qu'on va proposer à l'élève comme exercice, en lui donnant l'exercice auquel on a un peu la moindre probabilité d'erreur.
Donc, ici, ça rejoint justement l'idée qu'on veut maximiser le learning progress. Et ça, du coup, toute cette probabilité, elles sont bien sûr, à fur et à mesure, changées selon la performance de l'élève. Donc ici, l'algorithme, il va commencer par les exercices les plus simples, par exemple, et une fois on atteint un palier, donc un certain niveau de maîtrise de ces activités-là, donc on passe au niveau, on désactive ces exercices et on passe au niveau suivant, de difficulté, etc. Donc, ce genre d'algo ont été testés et on prouvait en fait que les élèves de tous les niveaux, ils peuvent atteindre des niveaux d'exercice plus élevés comparé quand ils ont des séquences prédéfinies à la main. D'autres approches qui sont aussi intéressantes, et donc là, comme on a dit, il y a ces caractères de l'information et ce learning progress, mais il y a aussi l'idée de renforcer la métacognition de l'élève. Donc une autre approche intéressante, par exemple ici, c'est donc pour le learning progress, comme on avait dit, donc l'idée c'est que l'élève il se rende compte de comment il est en train de progresser dans l'activité afin de renforcer sa motivation et de vouloir faire encore plus de learning progress. Mais le problème, et surtout pour les plus jeunes, leur métacognition n'est pas assez mature en fait pour leur permettre de évaluer de manière assez précise ce learning progress là. Donc l'idée ici, c'est de essayer de donner une sorte de support pour les aider à suivre leur progrès d'apprentissage et voir par exemple comment ils sont en train de progresser dans la ressource, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils ont maîtrisé comme compétences jusqu'à cet instant-là, qu'est-ce qu'il leur reste à maîtriser, etc. Avec bien sûr cet aspect dynamique qui change après chaque étape de leur parcours. Et donc, par exemple, l'ajout d'une fonctionnalité comme ça, avec EvidenceB, on a vu qu'elle a augmenté le niveau de motivation des élèves de presque 30%. Donc ça, on a essayé avec des études au lycée. Une autre fonctionnalité dans le même sens, en fait, de renforcement de la métacognition, c'est essayer de donner un peu la planification précise des exercices que vont être proposés à l'élève. Donc les grands objectifs, pas les exercices en soi, puisque on ne peut pas le savoir à l'avance, mais donc les objectifs ou les grandes catégories des exercices qui vont être proposés et essayer de les présenter aussi avec les différents prérequis. L'idée ici, c'est d'aider l'élève au début d'avoir cette sorte de planification métacognitive, justement, à savoir de quoi il a besoin comme compétence pour maîtriser une autre compétence, etc. etc. Tac. Voilà, donc pour note de conclusion, on peut dire que voilà, donc la motivation intrinsèque, c'est une forme de motivation qui est à l'intérieur de l'individu. Et là, on agit pour le plaisir, le défi que ça implique, plutôt que pour des événements externes, que la motivation intrinsèque est un facteur clé pour améliorer l'apprentissage, le rendre plus actif, et aussi pour la rétention de la mémoire. Que l'information aussi, ça peut être perçu comme une récompense pour le cerveau quand elle possède des caractères de nouveauté, de surprise et de complexité intermédiaire, ainsi que quand elle favorise un progrès d'apprentissage. On peut dire aussi, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que favoriser les états de motivation intrinsèque est fortement lié aux capacités métacognitives de l'élève. Donc, comme on vient de le dire, la capacité à identifier des points faibles et des points forts, à comprendre les progrès d'apprentissage, etc. Et enfin, que les états de motivation intrinsèque peuvent être affaiblis en classe lorsque le contexte éducatif il offre de fortes récompenses extrinsèques. Comme pour finir cette présentation, je vais parler de recommandations générales. Je voulais vous montrer un peu ce qu'on appelle le music model de motivation. Donc, je vous invite aussi à voir cet article qui est destiné aux profs, donc Motivating Students by Design, Practical Strategies for Professors. Donc là, l'idée, c'est qu'on parle de ce modèle de motivation en classe qui est composé de
5 grandes composantes, qui est empowerment, le M pour empowerment, U pour usefulness, S pour success, I pour interest et C pour caring. Donc, pour ce modèle-là, en fait, ce que l'auteur suggère, c'est que les instructeurs doivent s'assurer que pour empowerment, par exemple, leurs élèves se sentent responsabilité, ils ont un contrôle, une espèce de contrôle, de capacité à prendre des décisions sur certains aspects de leurs apprentissages. Usefulness, que les élèves qui comprennent pourquoi ce qu'ils sont en train de faire est utile pour leurs objectifs, soit à court ou à moyen ou à long terme. Et il faut qu'ils croient aussi qu'ils peuvent réussir s'ils fournissent les efforts nécessaires, qu'ils soient intéressés bien évidemment par le contenu de l'activité pédagogique, et enfin que les élèves ils croient que les autres acteurs dans l'environnement d'apprentissage, ils se soucient de leur expérience d'apprentissage. En recommandation pratique, donc on a quelques points, bien sûr une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Encourager les élèves à réfléchir sur leurs propres connaissances et être plus à l'aise face à leurs incertitudes. Donc là, l'idée, c'est aussi de renforcer leur métacognition et de les encourager à poursuivre leurs incertitudes et ne pas prendre les incertitudes comme quelque chose de négatif et de stresser, par exemple. Proposer plus d'activités qui incitent à poser des questions, à explorer, plutôt que de donner des instructions directes. Et introduire les élèves à la notion et l'idée qu'en fait, on peut sentir du plaisir, de l'intérêt pendant l'apprentissage. Cela ne doit pas être seulement dépendant de récompenses extrinsèques, d'évaluations, etc. Ou des félicitations. Merci. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Excusez-moi. Oui. Ah, le micro a été coupé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pardon, excusez-moi. Je disais, est-ce que vous pouvez juste mettre la diapo musique, le modèle musique. Je voudrais juste prendre une capture d'écran, ça va prendre 30 secondes et voilà. D'accord. Le support sera envoyé. Ah, d'accord, parfait. Oui. Le support aussi va. Ainsi que le replay de la conférence. Et je profite du micro juste pour poser une question sans trop monopoliser la parole. Est-ce que quand on parle de motivation, est-ce que ça touche plutôt dans un logiciel de l'acceptabilité par rapport à l'utilisateur? Comment comment on peut l'évaluer dans l'expérience utilisateur en fait? Alors, donc pour les technologies éducatives, ce qu'on peut, la première chose, c'est, elles peuvent être intrinsèquement motivantes. Quand on trouve, bien sûr, les éléments les plus intéressants, en tout cas les plus intrinsèques, pour nous, c'est les feedbacks qui sont éclairés, les niveaux de complexité qui sont évolutifs, etc. Mais bien sûr, quand on a par exemple, des personnalisations, on va dire, dans les choix d'interaction utilisateur, ça peut renforcer justement ces apports de motivation. Du coup, pour cette présentation, on ne parle pas d'interaction en machine, mais plutôt vraiment de mécanismes cognitifs. Voilà. OK. Déjà, je voulais vous remercier, Rania, pour cette présentation très, très riche. Merci à vous. Et vous avez réussi à tenir le micro, vraiment, bravo. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs Christophe Arago, rythme soutenu, mais présentation très riche et intéressante. Je pense que beaucoup d'entre nous auront besoin du diaporama, en effet, et de revisionner la vidéo, parce qu'il y avait énormément d'informations. J'ai noté plusieurs questions, et puis après, moi aussi, je me permettrai d'en poser une. Donc, j'avais vu, alors, classe rouge, alors, hop, je remonte sur mon petit... Donc, classe rouge, vous demandez si le but de vouloir se dépasser soi-même relève bien d'une motivation extrinsèque. De se dépasser soi-même. Ouais. Là, je pense que ça revient un peu à maximiser un peu. Donc,
ça dépend du contexte. Si on est dans un contexte de compétition entre élèves et donc dépasser soi-même pour enfin aller dépasser certains camarades, par exemple, donc là peut-être qu'on peut parler plus de motivation extrinsèque, mais pour nous, surtout quand on parle de motivation qui est liée à des indicateurs de performance, donc de progrès, ou déjà on est en train de parler de l'intrinsèque et de voilà. D'accord. Alors, il y a aussi, je prends dans l'ordre, hein, si vous le permettez, il y a Caroline Locher qui avait posé la question, ce type de motivation n'est-il donc pas réservé aux élèves qui sont déjà en réussite compte tenu de la nécessité d'avoir des compétences métacognitives matures? Moi, j'ai cru comprendre que non par rapport à votre présentation, mais... Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, je suis désolée. Alors, ce type de motivation n'est-il donc pas réservé aux élèves qui sont déjà en réussite compte tenu de la nécessité d'avoir ces compétences métacognitives matures? Est-ce qu'il faut être un bon élève finalement pour pouvoir développer et mettre en branle cette motivation intrinsèque qui développera des compétences et le cycle de l'apprentissage? Et justement, on ne parle pas, donc, dans les études par exemple, qui parlent d'intervention un peu pour essayer d'encourager la motivation intrinsèque, on ne parle pas de bons ou mauvais élèves. Déjà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, bon ou mauvais élève. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que c'est des choses qui sont assez malléables, qu'on peut enseigner à l'élève et qu'on peut pratiquer comme des compétences de maths, de langue, etc. Donc, j'ai des choses qu'on peut... donc, en fait, ce que je veux dire, je pense que tout le monde peut être fortement intrinsèquement motivé. Il faut juste savoir, en fait, comment le faire. Comment le faire. Avoir un peu les compétences, surtout métacognitives, dans ce cas-là, pour aller les poursuivre. Parce que, du coup, il y a beaucoup, par exemple, il y a peut-être des traits de personnalité qu'on essaye qui sont des modérateurs, par exemple, dans tout ce que j'ai présenté. Peut-être je ne voulais pas rajouter de la charge, mais par exemple, il y a des traits de personnalité des élèves qui sont très anxieux ou des choses comme ça. Donc, quand on est face à des incertitudes ou des nouvelles choses, on peut avoir peur plutôt qu'avoir la volonté d'aller chercher. Donc ça, c'est des autres, je pense, caractères qui peuvent s'introduire justement dans tous les mécanismes que je viens de montrer. Ok, alors, il y a pas mal de flux. Vous m'aidez un peu, Élodie? Alors, il y a Nadine qui demande si vous connaissez, Rania, des outils qui permettent de créer et gérer les hiérarchies d'activités qui seront sélectionnés par l'algorithme en fonction de la ZPD. La ZPD, c'est, la vous savez, zone optimale de développement. Ok. Vous êtes plus à l'aise que moi. Et donc, des outils qui permettent de générer, de ronger, en fait, c'est ça? Donc, je pense que là, c'est plus de l'expertise humaine. Des hiérarchies d'activités. Oui, donc je pense que, en tout cas, dans les exemples que je connais, c'est en fait comment c'est hiérarchisé, voilà, j'arrive pas à le dire, mais je pense que ça va plutôt de l'expertise humaine. Donc c'est des profs ou qui disent par contre, ils sont responsables de organiser, on va dire, cette ressource selon les différents niveaux de difficulté, les différents types, les interdépendances aussi. Voilà. Donc ça, c'est pas du logiciel. Le logiciel, après, c'est à partir de cette ressource-là, qu'est-ce qu'il va piocher à chaque instant X comme exercice. D'accord, ok. Alors, je continue. Alors, il y en a plein. Alors, il y a des commentaires en même temps, donc je suis désolée, je fais le trait en même temps. Si vous voyez quelque chose, c'est pas Élodie, non? Si, je vous prenez la main. Alors, si. Vous voyez une question, vous? Oui, les 4 compétences métacognitives sont-elles présentes chez tous les individus? Et l'une ou l'autre fait défaut, est-ce que par élève de troubles neurodéveloppementaux? Question de Frédéric.
Alors, pour les troubles neurodéveloppementaux, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est pas du tout mon expertise, donc je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. Oui, donc je pense que après la métacognition et les compétences métacognitives, je pense que c'est quelque chose qu'on trouve depuis. Après, il y a des formes bien sûr différentes plus ou moins développées de la métacognition, mais c'est quelque chose de développemental justement. Il y a des études qui montrent que c'est quelque chose qui existe même chez les bébés, même chez des espèces qui n'ont pas humaines, etc. Donc je pense, après, pour pour les troubles neurodéveloppementaux, je suis désolée, je n'ai pas une réponse pour votre question. Mais après, pour les neurotypiques, je pense que c'est quelque chose qu'on trouve, comment dire, et qu'on peut justement entraîner sur les différentes tranches d'âge, les différents élèves, etc. Alors, il y a une question, affirmation de Caroline Locher. Et moi, je me l'étais notée aussi, donc c'est intéressant. Je vais croiser nos deux remarques. Alors, sa remarque, c'est les compétences métacognitives nécessaires qui ont été présentées sont largement déficitaires chez nos élèves les plus en difficulté. Je crains alors que ce modèle ne fonctionne pas. Et moi, je m'étais notée, j'avais fait une capture d'écran, que vous disiez que favoriser les états de motivation intrinsèques est fortement lié aux capacités métacognitives de l'élève, sa capacité à identifier ses points faibles et ses faiblesses, à comprendre son progrès d'apprentissage, etc. Donc ma question, et je pense que je rejoins peut-être, vous me le direz Caroline si je me trompe, c'est comment est-ce qu'on fait parce qu'on sait qu'en France, les élèves les moins en difficulté ont moins besoin de notre aide et que l'expertise de l'enseignant, elle doit vraiment servir aux élèves qui sont le plus en difficulté. Alors, comme les élèves qui sont en difficulté n'ont pas ces capacités métacognitives, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les développer et pour permettre d'accompagner ces élèves-là? C'est ça l'intérêt. Oui, tout à fait. Donc, je pense que l'intérêt, pourquoi justement j'ai présenté ce petit modèle et les 4 compétences métacognitives, c'est pour dire au final, si on veut pousser la motivation, il faut travailler sur ces compétences métacognitives. Donc, ce qu'on peut faire en classe, c'est alors, je pense que je ne l'ai pas très bien écrit, mais donc c'est quelque chose qu'on peut, on va faire, c'est des exercices de métacognition. Donc, par exemple, les exercices d'autoréflexion, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut accompagner nos élèves à faire de plus en plus. Par exemple, les activités qui demandent plus en fait d'autoréflexion justement et on va dire d'auto-questionnement. Donc, plutôt que des exercices qui se basent sur des instructions, partir sur des activités qui partent de questionnement des élèves et après, ou alors des activités qui ont en quelque sorte des puzzlements ou je trouve pas le mot, je suis désolée. Donc des exercices en fait qui vont le branchement, je pense pas, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose justement qu'on peut accompagner nos élèves à faire, donc les aider à mieux savoir mieux s'évaluer, à savoir mieux réfléchir sur leur capacité. C'est quelque chose qu'on peut faire. Déjà il y a pas mal, on va dire, de recherche qui s'appuie sur ça. Moi-même, je travaille sur ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme exercice pour renforcer la métacognition des élèves. Essayer de les encourager aussi, que comme je disais, en fait, le fait de ne pas connaître quelque chose, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose qui va plutôt motiver vers plus d'apprentissage, voilà. Donc en fait c'est pas, donc pour répondre à la question, c'est pas que ce modèle ne fonctionne pas quand on n'a pas ces modèles-là, mais en fait ce modèle est présenté pour dire que en fait il faut passer par cette étape pour arriver à comme ça en fait. Finalement, c'est une sorte de guide pour savoir quelles sont les compétences à développer. Moi, je rejoindrais peut-être, je regrouperais ça sous l'égide un peu des compétences psychosociales
sur la façon de, oui, les compétences, ce que je nommerais des compétences psychosociales, et que finalement, pour accompagner les élèves dans leur réussite, on sait que la confiance en soi, la valorisation par l'enseignant, etc., la capacité de l'enseignant à croire au progrès de son élève permet finalement de mettre en branle les motivations intrinsèques. C'est un raccourci ou c'est plutôt ça? Oui, c'est tout à fait. J'ai compris. D'ailleurs, alors, il y a eu beaucoup de commentaires. Je vous laisserai les lire parce que beaucoup de personnes apprécient vraiment votre présentation. Je me permets, je suis désolée, je monopolise 2 minutes la parole parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai beaucoup enseigné aussi avant d'être rédactrice du Café Pédagogique et j'étais en éducation prioritaire. Et en fait, je retrouve qu'on retrouve aussi dans votre présentation, et donc comme le lien que je faisais avec les compétences psychosociales, cette idée de l'enseignement explicite pour les élèves, savoir pourquoi on leur apprend les choses, quel est le but recherché, expliciter les choses. Par contre, tu as été coupé, tu peux reprendre. Ah, désolée. Donc, je disais que finalement, l'enseignement explicite favorise la motivation intrinsèque, puisque l'élève comprend quel est le but de cet enseignement et ça peut devenir une motivation en soi. Ok, donc je vais reprendre quand même le fil. Alors, je pense que je rejoins un peu ce que vous disiez, Valérie Botton. Et Mélanie, il y a beaucoup de questions sur la confiance. Oui, du voilà, coup, ça a été traité. Alors, il y a une question de Christophe Arago. À partir de quel âge estime-t-on que les élèves sont en capacité d'être sensibles à leur learning progress? Alors, une très bonne question, justement. Alors, il y a beaucoup d'études différentes sur ces questions, mais on trouve, je vois que Hélène Cézéan est là, donc peut-être elle aura une meilleure réponse que moi. Mais donc, moi, ce que je sais, c'est qu'à partir de l'âge de 8 ans, on va déjà une sensibilité de l'élève en fait, ce qu'on appelle aussi le knowledge gap, ou alors les déficiences dans les connaissances. Donc les élèves, on voit même qu'ils sont moins âgés que ça, ils sont sensibles à ces différentes informations-là. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut renforcer à travers des exercices précis, en parlant plus explicitement de ça, en donnant des outils adéquats, par exemple, quand on est dans le domaine de technologie, outils numériques, etc. Et il y avait une question que je me suis notée parce que j'ai trouvé de Xavier Savy qui demandait si les jeux vidéo n'ont-ils pas tout compris à la motivation de nos jeunes élèves? Faut-il s'en inspirer? Eh ben, effectivement, il faut prendre ça un peu à la... Pardon, j'entends un écho, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que justement, pour les jeux vidéo, ils ont compris quelque chose. Donc, par exemple, cette idée d'avoir des paliers, des niveaux de difficulté dans des missions qu'on est en train de voir. Et justement, en fait, si vous voyez dans toute la littérature des jeux vidéo, en fait, leurs algorithmes de choix d'activité, c'est vachement inspiré de choses comme ça, où on a introduire des éléments qui sont surprenants, qui sont nouveaux, ou avoir une sorte de crescendo dans les niveaux de difficulté du jeu, etc. Donc c'est quelque chose qui est inspiré de ça. Mais après, il y a cette intensification donc là, bien sûr, l'enjeu n'est pas le même, parce qu'en jeu vidéo, on ne parle pas d'apprentissage, c'est pas le but au final, mais on voit très bien que ça ramène à des persistances dans le jeu, etc. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, quand on parle d'éducation, parce qu'au final, notre but ultime, ça sera le progrès d'apprentissage. Mais effectivement, si on prend que ces parties-là des jeux vidéo, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'inspiration. En tout cas, les deux littératures, elles ne sont pas complètement, on va dire... promotion, Hier, on a publié une interview dans le Café Pédagogique d'Éric Sanchez, justement, qui parlait de ludicisation des apprentissages. En fait, c'est la gamification, comment en fait ça peut devenir un outil
pour permettre que les élèves entrent dans les apprentissages justement. Oui, alors les sujets de comment en fait, parce que quand on parle de motivation intrinsèque, on peut aussi parler de motivation extrinsèque. Il y a pas mal de théories là-dessus, et donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que dans les récompenses extrinsèques, on peut trouver justement quelques éléments, si elles correspondent à des valeurs de l'élève, on va dire, ça peut devenir productif. Mais ça reste, en tout cas, l'interaction entre les deux, ça reste encore, on a beaucoup de différents résultats qu'on ne peut pas vraiment trancher, on va dire, ou comprendre. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les contextes d'éducation, par exemple, ce qui donnait beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup de de récompenses monétaires, etc., ça c'est vraiment contre un peu les progrès d'apprentissage que nous, on essaie de stimuler, etc. Que c'est les mises en situation de beaucoup de compétences, par exemple, on les voit même dans des technologies, des learning, des applications d'apprentissage, quoi. Donc, on voit qu'au final, on les utilise, mais on ne sait pas si c'est bon pour nos apprentissages ou pas. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on reprend une dernière question? Parce que, hop, alors, il y en avait une de Xavier Savier encore. Faut-il que l'élève soit motivé pour réussir ou faut-il qu'il réussisse pour être motivé? Question philosophique. Très intéressante. Oui, c'est très intéressant. C'est justement ce quand peut-être que j'ai partagé un peu le modèle de la théorie du learning progress qu'on avait là, et justement en fait cette théorie-là, parce qu'au début on va dire on n'avait pas cette boucle de rétroaction. Ce qu'on savait avant, on va dire, c'est que la motivation c'est nécessaire pour réussir. Mais avec cette théorie-là, on se dit non, c'est pas que, mais on a encore plus que. Du coup, plus on est motivé, plus on va réussir. Plus on réussit, ça va encore renforcer notre motivation pour aller encore chercher plus de réussite. Voilà, donc c'est un peu une sorte de cercle ou de boucle qu'on est en train de suivre. Ok. Une dernière, j'ai du mal à quitter à chaque fois, moi, de Lafare Sanson. Est-ce à dire que l'enseignant porte seul la responsabilité de la construction de l'estime de soi chez l'élève? Alors, je ne sais pas si c'est vous qui arriverez à répondre à cette question. Voilà. C'est dans le cadre du débat de tout à l'heure. Oui, oui, ça, est-ce que c'est l'enseignant je pense en tout cas c'est quelque chose. Enfin là on est en train de parler d'éducation, donc c'est au final on ne peut pas dissocier en fait l'enseignant du contexte culturel, social, etc. Donc certes il y a des parts à jouer, on va dire. Voilà, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans la littérature des sciences de l'éducation, par exemple, on s'intéresse de plus en plus à ce genre de questions parce qu'on voit l'impact que ça a justement sur les outcomes de l'apprentissage. Disons que oui, en sciences de l'éducation, dans la littérature de la science de l'éducation, l'enseignant a bien entendu un rôle à jouer, mais dans l'estime de soi, en matière de rentabilité au niveau des apprentissages. Voilà, pas plus généralement. C'est-à-dire que quand un climat scolaire est serein, et donc ça passe aussi par la confiance en soi et l'estime qu'on donne à nos élèves, on remarque quand même une tendance à la réussite de ces mêmes élèves. Mais ça, c'est plus les sciences de l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rania, pour cette présentation. On vous trouverait donc, vous recevrez, si je ne dis pas de bêtises, Élodie, la vidéo, le diaporama. Oui. Et on fera un article qui rendra compte de cette riche conférence qui sera à la une en début de semaine prochaine dans le Café Pédagogique. Super. Donc, à bientôt. Merci à vous. Merci pour cette... Beaucoup. Vous retrouverez la liste des conférences très bientôt, le programme de l'année, on parle en prof, jusqu'à la fin du mois de juin. Vous retrouverez le programme des conférences, des cycles de conférences. Et on espère vous y voir aussi nombreux et échanger. Voilà.
que la recherche rencontre le terrain et vice-versa. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.